décalerai un peu. Merci, bonjour à tous. Oui, quelques applaudissements pour commencer cette matinée. Très heureux d'être avec vous ici sur le Carpodium, place de Jaude. Mon général, merci, général Frédéric Gou qui est avec nous. Un mot en guise d'ouverture, même s'il y aura un peu une cérémonie officielle un petit peu plus tard tout à l'heure avec justement le moment phare de la journée, de la matinée. C'est un moment important que vous avez souhaité avec vos équipes célébrer justement les blessés de guerre de l'armée désarmée. Oui, c'est la 5e fois cette année que nous célébrons les blessés de l'armée de terre. Alors ce sont les blessés bien sûr, mais ce sont également leurs familles. Donc c'est important de consacrer une journée à tous ces blessés et à toutes leurs familles. Que va-t-il se passer exactement ce matin, notamment avec les 500 militaires qui sont un petit peu plus loin, là, à 3 km de nous? En fait, ces militaires vont faire ce qu'on appelle, nous, traditionnellement, une marche-course, c'est-à-dire qu'ils seront en tenue militaire et ils vont rejoindre la place de Jaude. Puisque le thème, ce sont les solidarités, eh bien, on va regrouper toutes les unités du Puy-de-Dôme pour arriver ensemble sur la place de Jaude avec un effet un peu massif, puisqu'ils seront à peu près 500. Alors, les journées dites JNBAT, Journée nationale des blessés de guerre désarmés, bon, il y en a régulièrement. Cette année, le thème, ce sont les solidarités. Est-ce que ça a une signification, mon général, une signification particulière par rapport à ces fichus 18 mois que nous avons tous vécus dans nos âmes et consciences, mais aussi dans nos corps? Oui, bien sûr. On a vécu effectivement des mois compliqués avec cette crise liée au coronavirus. Et il était important pour nous de s'inscrire dans ces solidarités pour montrer que effectivement, nous avions nos problématiques liées à nos engagements opérationnels, mais qu'on comprenait également tout ce qui se passait dans le reste de la société. Et on sait bien que tout le monde a souffert pendant ces 18 mois. On vous retrouvera tout à l'heure, vous restez avec nous bien sûr, il y a plein de personnes à saluer, il y a plein de choses à découvrir, des conversations à avoir les uns avec les autres. On va enchaîner à présent avec Julien Bry, s'il veut bien me rejoindre sur le podium. Merci, bonjour. Voilà. Julien Bry qui salue le général. Merci mon général, à tout à l'heure. Approchez-vous un petit peu de moi. Voilà, pas plus, comme ça c'est bien. On respecte aussi les gestes barrières. Merci beaucoup, monsieur, d'être avec nous. Je sais que c'est toujours un moment compliqué de prendre la parole. On va essayer de le faire ensemble. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes un des témoins de ces journées compliquées où on parle justement des blessures. Il y a plusieurs types de blessures. Vous avez vécu une blessure liée à quelque chose qui s'est passé autour de vous, la mort de camarades. Vous voulez bien nous raconter? Oui, moi donc j'ai été victime du syndrome de stress post-traumatique. C'est une blessure qui est dite psychique. Lors d'une mission, en fait, j'ai été témoin d'une scène qui a été dramatique. Et le retour a été très compliqué. Hein. Je décris ça comme une descente aux enfers. Et, vos compagnons d'armes sont morts? Comment? Vos compagnons d'armes sont morts devant vous? Oui, c'est ça.
Et du coup, au début, les symptômes, j'ai pas réussi à mettre de mots dessus. Puis en fait, c'est les médecins après qui m'ont expliqué ce que j'avais. Et puis après, il s'est entamé un long processus du parcours du blessé en fait. Comment se passe ce processus du parcours du blessé? Qu'est-ce qui est le plus difficile? De prendre la parole, parce que forcément, on se remémore des moments très compliqués, très douloureux. Le plus difficile, clairement, c'est l'administratif. Dans le parcours du blessé, voilà, c'est très difficile, c'est très dépressiogène, c'est très compliqué. Et ensuite, oui, de prendre la parole, ça c'est un gros problème, c'est que les gens n'osent pas assez en parler pour consulter et puis se sentir épaulés en fait. Et ça, c'est un message que je porte souvent, c'est faut que les personnes arrivent à en parler, arrivent à extérioriser, au moins d'aller consulter un professionnel pour mettre en place des soins, quoi. Qu'est-ce qui a été le déclic qui vous a fait prendre conscience, Julien, que vous aviez besoin de ce parcours? Moi, ça a été délicat pour ma part, puisque j'ai été rapatrié directement du Mali suite à un problème dans la tête. Et du coup, à ce moment-là, j'ai pas eu le choix que de consulter ou d'être pris en compte. Donc, je pense que ça a été une bonne chose, finalement, un mal pour un bien. Et donc, ça a été ça mon déclic. Témoigner ce matin, ici, à Clermont-Ferrand. Ah, j'ai oublié de vous demander, vous êtes de Clermont, vous êtes auvergnat? Alors moi, je suis originaire de la Nièvre, mais maintenant, ça fait 15 ans que je suis à Clermont-Ferrand. Ouais. 15 ans, c'est bon, hein, on vous accepte à partir de 14 ans de passif en Auvergne. C'est important pour vous de témoigner ici aujourd'hui? Oui, c'est important parce que, même si bon, je suis un peu stressé, c'est important parce que je pense que voilà que j'ai un message à porter hein, clairement et que plus de monde l'entendra, plus c'est ce qu'il faut quoi. De toute façon, il faut que les gens ils entendent que le but c'est d'en parler et de consulter quoi, absolument. Vous avez participé à une exposition, on va vous retrouver vers le stand justement de cette exposition. Mesdames, Messieurs, vous qui êtes ici présents, je voudrais que vous applaudissiez très fort Julien Bry qui a accepté de prendre la parole. C'est pas facile, forcément c'est pas simple. Merci beaucoup. Restez avec nous. Non, non, je vous retrouverai tout à l'heure pour le direct avec Paris. Merci beaucoup Julien. Je vais accueillir Élise et Nicolas Zachary, qui est médecin et qui va à présent nous rejoindre. Bonjour, merci docteur d'être avec nous. Voilà, merci. Alors, mesdames, messieurs, vous qui êtes sur la place de Jaude, vous avez dû voir voler un petit engin en toute sécurité. Il fait partie des équipes Marc Production que j'ai le plaisir d'animer et qui vont vous permettre de découvrir aussi tout ce qui se passe tout au long de la matinée sur cette place de Jaude. Vous qui nous regardez, vous découvrez aussi l'ensemble de ces images. C'est pas forcément facile pour les images, mais nous devons respecter les gestes barrières et surtout les distances sanitaires, surtout devant un médecin. Je ne vais pas m'amuser à pas le respecter. Docteur, merci d'être avec nous. Quel est votre rôle, vous, essentiellement dans ce parcours dont parlait peut-être aussi Julien Bry à l'instant? Alors donc le rôle du service de santé est évidemment à l'avant, hein, et une fois que nos blessés ont été rapatriés, soignés dans les hôpitaux militaires et qu'ils ont pu quitter ce temps d'hospitalisation, eh bien nous, les médecins d'unité ou les médecins en centre médicaux des armées, notre rôle c'est de les accompagner tout au long de ce qu'on appelle le parcours de soins. Et donc c'est cette période de convalescence, de réhabilitation, de réadaptation qui leur est nécessaire, et avec ce que l'on favorise et ce qu'on essaie de les accompagner avec, dans la mesure du possible, un retour à l'emploi. Et donc nous, on intervient au cours de la période de convalescence pour les guider, les orienter, pour accompagner parfois des choix vers ce qui s'appelle des positions de non-activité, le congé du blessé, le congé de longue durée pour maladie, qui permettent d'être des temps longs de récupération, de réadaptation. Julien Bry, tout à l'heure, nous disait qu'il fallait, ou il nous laissait entendre qu'il fallait aussi accepter d'aller vers ce parcours, accepter que l'on est blessé dans sa tête. Il y a des blessures qui se voient, il y a des blessures qui ne se voient pas. Exactement. Donc nous, notre rôle, c'est aussi
c'est aussi un rôle de pédagogie, d'explication, et notamment dans le cadre du syndrome de stress post-traumatique, d'expliquer ce que c'est que cette maladie invisible et d'expliquer que c'est une maladie et qu'il faut l'accepter et que tous les acteurs de l'accompagnement, dont le service de santé des armées, nous sommes là pour aider ces blessés, les guider dans le soin et dans un second temps dans la réadaptation et si possible le retour à l'emploi. J'ose une question tandis qu'une alarme est en train de se déclencher. Vous savez forcément combien il y a de personnes, hommes et femmes, prises en charge aujourd'hui par les services santé des armées? Alors le chiffre précis, je ne pourrais pas vous le donner exactement, mais oui, c'est une donnée que nous avons, puisque ça fait partie des éléments recueillis par le centre épidémiologique des armées. Et donc, c'est plusieurs milliers de personnes, plusieurs centaines? Plutôt en centaines, pas en milliers. Fort heureusement, tant pas mieux, en c'est milliers. plutôt en centaines. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct de ce podium de la place de Jaude et sur les écrans, afin d'être aussi, de pouvoir témoigner sur les différentes chaînes de Marc Production sur lesquelles vous êtes en train de regarder cette émission. J'appelle à présent Delphine Meige à me rejoindre. Rebonjour. Merci, voilà, restez par là, merci. Est-ce que vous êtes bien dans les caméras? Oui, vous êtes bien dans les caméras. Alors, je vais vous demander de nous présenter Défense Mobilité. Défense Mobilité, c'est l'opérateur unique de reconversion du ministère des Armées, l'agence de reconversion de la Défense. C'est quoi exactement? Parlez et expliquez ça à des néophytes et non pas aux militaires. Alors, donc c'est un dispositif qui est en charge de l'accompagnement du personnel militaire, civil des armées et des conjoints de militaires gendarmes aussi. Donc notre objectif, nous, c'est d'aider à la transition professionnelle du personnel. Donc dans le cadre de la journée des blessés, nous intervenons avec 40 conseillers qui sont spécifiquement formés à l'accompagnement des blessés et qui vont, au cours de différents entretiens, permettre aux blessés, en relation avec le service de santé des armées, par exemple, aussi, qu'on vient d'entendre, de trouver des solutions de transition professionnelle pour ce personnel. Quels sont vos outils, vos moyens? Je ne vais pas vous parler de moyens financiers, mais quels sont vos outils? Quelles sont les compétences, les personnes sur lesquelles vous vous appuyez aussi pour repérer qu'un militaire va pouvoir effectuer une autre carrière dans le civil à partir de ses expériences aussi, mais de ses appétences? Alors, du coup, nous, on travaille en collaboration avec notamment l'ACABAT, l'Office national des anciens combattants, le service de santé des armées. Une fois qu'un personnel est identifié, effectivement, on va le prendre en charge. Nos conseillers référents blessés sont formés spécifiquement à cet accompagnement. Les prestations que nous pouvons mettre en œuvre, ce sont des prestations d'orientation, par exemple des bilans de compétences, pour permettre aux candidats d'étudier quel type de projet pourrait correspondre à ses attentes, en prenant en compte effectivement les freins qu'ils pourraient rencontrer. Et on va travailler avec des structures comme des centres de formation, et notamment le centre de formation militaire professionnelle de Fontenay-le-Comte, qui est situé en Vendée, qui propose toute une palette de formations dans 8 domaines, et qui vont justement être proposés à ce personnel. Tout ça est bien sûr très professionnel. Vous vous occupez de combien de personnes, vous aussi, en reconversion professionnelle actuellement? Alors nous, sur l'antenne de Clermont-Ferrand, nous avons actuellement 350 personnes en parcours de reconversion dans les différents publics que j'ai cités tout à l'heure. Et nous suivons particulièrement sur cette année une vingtaine de candidats donc blessés, pour les aider dans cette démarche. Merci beaucoup Delphine Meige d'être venue. Je vous laisse repartir vers votre podium où il y a du monde d'ailleurs, donc oui, tout à fait, n'hésitez pas à aller à nouveau témoigner et leur donner les informations en question qu'ils vous poseront. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Vous pouvez poser le micro. J'appelle à présent Dominique Fervel à me rejoindre.
Dominique Fervel, que je connais bien depuis pas mal d'années. Absolument. Voilà, bonjour Dominique, merci d'être avec nous. On va continuer à se vous voyer, même si dans la vie on se dit tu. Un très bel insigne, celui de la réserve citoyenne. C'est peut-être intéressant de parler de la réserve citoyenne aussi ce matin. On a vu quelques amis de la réserve. Absolument, on est pas mal nombreux d'ailleurs ici sur la place de Jaude. Et cette réserve citoyenne, c'est une réserve qui permet de développer le rayonnement des armées et de faire en sorte que l'on parle un peu plus de la défense dans le milieu civil. Et on est des gens bénévoles qui développons cet état d'esprit pour le besoin des armées. Voilà, qui sont ces gens qui, à un moment donné, décident de venir vers la réserve citoyenne ou de répondre à un appel, aussi celui des généraux, hein, parce que tout ça est très codifié. Je ne me permettrai pas de porter un jugement sur cet appel des généraux. Par contre, les gens qui font de la réserve citoyenne, ce sont des gens de toute la société, des avocats, des chefs d'entreprise, de la CCI, voilà, il y a des professeurs, des professeurs du monde des médias. Le monde des médias, j'en connais un qui est pas loin de moi. Donc voilà. Et donc ces gens-là ont la volonté de vouloir parler des armées dans un sens de développement de la citoyenneté, on va dire. Voilà. L'intérêt, l'importance pour vous, Dominique Fervel, d'être là ce matin? Alors, mon intérêt, c'est d'abord, j'ai créé une association qui s'appelle les Boucles de la Mémoire. Et par l'intermédiaire de cette association, j'ai souhaité faire réaliser une vidéo sur les blessés des armées. Et donc j'ai sollicité... Alors cette vidéo, j'ai voulu qu'elle soit pédagogique. C'est-à-dire que je l'ai faite faire par des étudiants en multimédia de l'université de Clermont-Ferrand, au pôle Lardy de Vichy. Cette vidéo qui dure 8 minutes, on l'a développée avec Madame Christine Chevalier, que vous allez interviewer bientôt. Et on l'a développé en allant jusqu'à Fontainebleau, au Centre national des sports de la Défense, où nous avons rencontré des encadrants, des blessés et des blessés. Alors, on parle beaucoup des blessés, et c'est très bien, et il faut le faire, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Mais je voulais avoir aussi un petit œil sur mes camarades encadrants, parce que encadrer des blessés, il ne faut surtout pas s'approprier leurs blessures. Et c'est une mission excessivement difficile. Et ça se fait à Fontainebleau puisque c'est de la reconstruction par le sport que l'on organise. Et ces encadrants, ce sont des moniteurs de sport qui sont de la même formation que la mienne, puisqu'au départ je suis moniteur de sport, donc je sais exactement ce qu'ils ressentent. Et il ne faut surtout pas qu'ils s'approprient la blessure de leur filleule, si je puis dire. On regardera cette vidéo, elle sera à disposition également sur son site. Merci beaucoup Dominique, il y a beaucoup de témoignages. Les personnes continuent à arriver sur la place de Jaude. Les images de mon équipe vont vous permettre de le regarder, d'en attester. Je demande à la musique militaire si elle est prête. Sergent, vous êtes prêt? À vous la caméra, à vous le micro, et à nous le bonheur de vous écouter. Là, il reste Wex et Masson. Non, on fait l'inverse, on va pas savoir les autres. Non, bah, ils sont pas pressés. C'est juste qu'ils veulent bien qu'à 34, c'est pas fini. Pour l'instant, on est large, hein. Il faut bien les commencer à l'heure, c'est tout. Il faut bien qu'à 25 piles, on soit...
Bravo, applaudissements, merci beaucoup. Toujours depuis la place de Jaude pour cette journée, 19e journée JNBAT, nous accueillons à présent Isabelle Boix, présidente de l'ONAC VG. Alors, vous allez nous dire l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Voilà, c'est ça. C'est une association, quel est son rôle, même si bien sûr dans la dénomination on comprend. Alors, tout d'abord, permettez-moi de rectifier ce que vous venez de dire. L'ONAC est un établissement public sous la tutelle du ministère des Armées. Ça n'est pas une association. Effectivement, c'est Je ne important. suis pas présidente. Présidence est un terme qui est réservé aux associations d'anciens combattants. Je suis la directrice et fonctionnaire de l'État. Désolé. Voilà. Non, non, c'est rien. Alors, quel est le rôle exact de l'ONAC? Alors, le rôle de l'ONAC repose sur 3 missions essentielles. L'obtention de la carte du combattant, bien sûr, qui est délivrée principalement aux militaires, aux anciens militaires, mais pas uniquement, puisqu'au cours du XXe siècle, nous l'avons délivrée pour des combattants volontaires de la résistance, donc des personnels civils qui ont volontairement pris les armes. Nous avons, alors, la carte du combattant donne le droit d'être ressortissant de l'office. À partir du moment où vous êtes ressortissant de l'office, vous pouvez obtenir, si vous êtes dans une situation précaire et fragile, des allocations financières. C'est l'aspect solidarité de la mission de l'office qui est extrêmement importante. Et je voudrais à cette occasion souligner le fait que le budget solidarité est beaucoup alimenté par les collectes du Bleuet de France, avec lesquels nous travaillons avec les militaires pour la collecte du Bleuet de France. Et que les citoyens, les civils voient normalement, régulièrement, lors des manifestations nationales. Voilà. Je voulais dire que le service départemental, puisque nous avons un maillage territorial départemental, certes, les personnels sont peu nombreux, mais très actifs, nous envoyons aux 460 communes du Puy-de-Dôme les bleuets pour les différentes collectes, en particulier celle du 8 mai et du 11 novembre. Ces collectes sont destinées au budget solidarité. Date très importante pour la nation, 8 mai, 11 novembre. Voilà. Le troisième axe? Alors, le parce troisième que le temps axe, passe très vite. C'est le volet mémoriel, encourager, promouvoir toutes les actions mémorielles. Un exemple, l'an dernier, c'était l'année de Gaulle. En 2022, ce sera le 60e anniversaire des accords d'Évian et de la fin, pas de la fin, mais enfin de la cessation des combats d'Algérie. Alors, très rapidement. Très rapidement, pour les blessés, nous intervenons sur 2 choses. Nous les suivons à vie, de manière complémentaire par rapport à l'action sociale des armées. Et dès lors qu'ils sont radiés des cadres du ministère des Armées, nous prenons en charge leur dossier intégralement. 2 points essentiels pour les blessés: la reconversion professionnelle pour laquelle nous intervenons. Voilà, c'est ça, avec de multiples acteurs. Et dispositif original, l'adoption de leurs enfants en qualité de pupilles de la nation. Ce qui est effectivement très important. Voilà. Je suis désolé de vous interrompre, mais vous avez dit vraiment l'essentiel. Merci beaucoup Isabelle Boix d'avoir été avec nous. Je vais vous proposer de passer le micro à un autre témoin ce matin, Ludovic Masson. Bonjour. Bonjour. Merci, je vous accueille au fur et à mesure. Hein. On est en quasi direct. Les Gueules Cassées, vous représentez cette organisation. Elle parle d'elle-même, les Gueules Cassées. Tout à fait, Gueules Cassées, donc association qui a été créée en 1921. Donc c'est notre centenaire cette année. Donc blessés au visage et au cou. Donc blessés, ça peut être des militaires, parce qu'aujourd'hui il y a principalement des militaires, mais ça peut être des gendarmes aussi. Ça peut être des pompiers, ça peut être des douaniers et ça peut être des civils victimes d'attentats. Donc la seule condition qu'il faut pour être gueule cassée, c'est bien sûr avoir été blessé en service commandé au visage. Est-ce que les personnes qui sont blessées précisément trouvent vraiment non pas le besoin, mais une reconnaissance dans votre association et dans le fait d'adhérer et d'aller aussi au contact d'autres qui ont vécu les mêmes souffrances? Oui, tout à fait, parce que la blessure au visage, c'était une blessure particulière,
C'est une blessure qui va faire partie totalement de la personne. On va le voir au quotidien. On a des gens qui ont le nez coupé. On a des gens qui ont des grosses cicatrices sur le visage, malgré que la chirurgie ait fait énormément de progrès. Et donc un blessé du visage va se reconnaître au sein de cette association. Déjà pour la simple et bonne raison, c'est que c'est une association qui a de la ressource financière. Et aujourd'hui, malheureusement, pour faire avancer les choses, il faut de la ressource. Et nous sommes donc le deuxième actionnaire du loto, de la Française des Jeux, avec 10% après l'État. Donc l'État, premier actionnaire, et nous, deuxième actionnaire, ce qui nous assure un revenu continuel et assez important, et ce qui nous permet d'aider, et ce qui nous permet d'avoir un avocat qui est totalement dédié à la blessure, qui vient plaider par exemple au tribunal de Riom, etc., dans toute la France. Et donc, quelqu'un qui est blessé au visage, je vais dire en France ou en Auvergne, il faut absolument adhérer à cette association, parce qu'on a le pouvoir de vous aider, on a les finances pour vous aider, on a le soutien moral, on a tout ce qu'il faut, en bref. Merci beaucoup d'être venu aussi témoigner de manière très directe, persuasive, j'ai envie de dire. Merci beaucoup, on vous retrouvera aussi un petit peu plus tard. Je veux bien reprendre le micro. On va maintenant réaliser un certain nombre de multiplex avec la place du 1er mai à Clermont-Ferrand. Premier duplex avec un certain nombre d'officiers qui vont se succéder pour nous présenter les unités ou bataillons qui vont faire partie de la marche course. J'accueille le colonel Martin Doitier du 92e régiment d'infanterie. Martin Doitier, colonel, mon colonel, parlez-nous du 92e RI. À vous la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis chef de corps effectivement du 92e régiment d'infanterie, régiment d'Auvergne, qui compte en gros 1250 hommes, basé à Clermont-Ferrand depuis 140 ans cette année. Très fier d'être Clermontois et sa région Auvergne. Voilà, on est particulièrement heureux de participer à cette marche-course pour nos blessés, étant touchés directement au sein du régiment. Voilà, solidarité avec nos frères d'armes et très heureux de courir ce matin et de vous retrouver sur la place de jeu. Et j'ose aussi cette question, mon colonel. Vous aussi, comme vos autres collègues officiers, en tant que chef de corps, vous êtes présent dans cette marche-course ce matin. Bien sûr, ça va de soi. Un chef, l'exemplarité n'est pas un mot chez nous, et un chef, il est avec sa poulie devant. Il faut montrer l'exemple, sinon ça ne suit pas derrière. C'était évident que j'étais avec le régiment. Vous êtes tous habillés, vêtus de la même manière, avec le même t-shirt, les mêmes pantalons treillis. On va vous retrouver avec une arrivée magnifique, j'en présume, c'est certain, vers 11h tout à l'heure. Et nous serons d'ailleurs en direct avec un duplex sur les Invalides à Paris. Merci, mon colonel Doitier. Je vous passe la parole à votre confrère, si je peux dire ainsi, Frédéric Ferrer, colonel, lui, chef de corps du 28e RT. Colonel Ferrer, voilà. Merci d'être avec nous. Une présentation du 28e RT, présent hier soir, effectivement. Oui, bonjour, ravi d'être parmi vous également. Donc, je suis le colonel Ferrer, chef de corps du 28e régiment. On est un peu moins nombreux, 800 environ. On est établi à Issoire maintenant depuis un peu plus de 20 ans, dans cette magnifique région d'Auvergne. Et cette journée dédiée à nos blessés revêt pour nous énormément de sens. Un sens très très particulier parce que l'un d'entre nous a été effectivement blessé l'année dernière en opération. Il s'élance de Paris ce matin pour un périple en vélo qu'il a voulu organisé pour montrer l'exemple de la possibilité de sa reconstruction. Donc on va s'inspirer de son exemple. On va s'inspirer de son exemple, transpirer en son honneur ce matin et en l'honneur de tous les autres blessés de l'armée de terre. On vous retrouvera tout à l'heure, mon colonel, sur le car podium et on parlera davantage encore de cet homme auquel vous faisiez allusion. Merci beaucoup d'être avec nous. Passez le micro et la caméra au commandant Hiverneau, Gilles Hiverneau, de la 13e BESMAT. Le commandant Hiverneau est avec nous. Mon commandant, vous êtes avec nous depuis la place du 1er mai à Clermont-Ferrand? Oui, je vous entends très bien. Parfait, moi aussi. Quand la technique marche, ça fonctionne bien, hein, comme on dit. Quand ça marche, ça fonctionne. Voilà, ça c'est presque une lapalissade. Vous nous présentez la 13e BESMAT, s'il vous plaît?
Alors, la 13e brève BSPAT très rapidement, donc le page de soutien du matériel qui fait partie des 3 BSPAT du service de la maintenance industrielle terrestre. La 13e BSPAT est implantée sur 4 sites, Coulin, Tulle, Saint-Astier et sa portion centrale à Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, aujourd'hui, on a 22 militaires qui représentent la 13e BSPAT, à savoir que l'activité de la 13, c'est d'avoir les 3 quarts de son personnel qui est civil, qui participe activement depuis des semaines à tous les défis de constance au profit des JNBAT, et notamment l'activité d'aujourd'hui et celle de cet après-midi avec la montée de l'équipe, avec la BSPAT qui va faire un petit peu briller la 13 et avec le programme. Merci beaucoup. Je vais vous demander de passer la parole au lieutenant-colonel Jérôme Thiebaud, sous-chef de la 4e BAC. Merci à vous, à tout à l'heure. À tout à l'heure, on va se retrouver place de Jaude. Voilà, 4e officier à prendre la parole depuis la place du 1er mai, du 1er mai, voilà, à Clermont-Ferrand. Vous nous présentez la 4e BAC, mon colonel? Oui, bonjour, j'entends très bien. Je suis le lieutenant Thiebaud, le chef d'état-major par suppléance de la 4e brigade d'air au combat. 2 entités, un état-major, 85 personnes, situé au centre-ville de Clermont-Ferrand, pour Salon. Et puis, comme toutes les brigades, une compagnie de commandement et de transmission d'air au combat, la 4e, qui est située dans les locaux du 92e RI, pardon pour les lunettes, au centre de Clermont également. Voilà. C'était important aussi pour vous d'être avec vos hommes et les femmes de tous ces bataillons, de toutes ces unités qui vont se courir là à partir dans 5 minutes pour rejoindre sous cette notion de solidarité la place de Jaude. Bien sûr, c'est un rendez-vous maintenant tous les ans. La LAT, vous savez, l'aviation légère armée de terre, paye un tribut assez régulier, on va dire, mais néanmoins assez important récemment, fin 2019, début 2020. Nous avons pas mal de blessés qu'on suit de manière pérenne sur toute la durée de leurs blessures et après, même après avoir quitté l'institution. Et on est très heureux ici de communier avec nos blessés, les nôtres, bien entendu, et tous ceux de l'armée de terre en général. Je précise pour terminer, si on termine maintenant, que la LAT est une des 5 armes en France, l'armée de terre, à disposer d'une entraide propre, qui est l'entraide à LAT, qui contribue également à ce soutien à nos blessés. Je salue amicalement d'ailleurs le général Perpizel et l'agent de l'entraide à LAT qui viennent en complément de cette journée des blessés armés. Alors, je ne sais pas si je vais poser la question à la bonne personne, mais je présume que oui. Est-ce que vous pouvez rapidement, mon colonel, nous décrire le parcours qui va être fait? Vous allez partir d'ici 4 minutes. C'est très précis parce qu'il faut aussi que tout ça soit fait en cohérence avec les trames. Donc, vous allez partir d'ici 4 minutes en direction de la place de Jaude. Mais quel est le trajet que vous allez emprunter? Alors, le trajet commence par suivre le tram, justement. On attend 34 parce que c'est l'heure du passage du dernier tram derrière lequel on s'infiltre. On s'oriente directement vers le centre-ville, devant la basilique Notre-Dame-du-Port. On va ensuite bifurquer vers la place de Jaude. Il y a 2 km, hein, c'est assez rapide. Et on a 25 minutes pour faire ces 2 km. C'est vraiment de la cohésion d'apparence, en fait. Hein. Et vous allez descendre ensuite par la rue des Gras depuis la cathédrale, où nous aurons une caméra pour vous filmer, puis un drone pour vous filmer et regarder votre arrivée vue d'en haut, si je puis dire ainsi, d'ici maintenant 1 demi-heure, et nous serons en direct avec Paris pour un duplex retransmis notamment sur l'esplanade des Invalides à Paris. Merci beaucoup, messieurs les officiers. Bravo à tous. Maintenant, je vous laisse. Voilà, c'est vraiment la régularité militaire.
Voilà, alors parlez-nous un petit peu des hommes et des femmes qui sont derrière vous, derrière nous. Alors, la fanfare du 92, on est actuellement ici sur la place de Jaude, on est 15. Donc on est composé d'hommes d'actives et aussi de réserves opérationnelles. Et j'ai également un réserviste citoyen qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais j'ai des gens qui viennent gratuitement prendre de leur temps, jouer avec nous. La question est très simple. Est-ce qu'à la base, il faut être forcément musicien pour venir vers vous, ou est-ce qu'on peut être simplement amateur et progresser avec vous? Alors, le mieux, c'est d'avoir une base de musique. C'est quand même plus facile, mais oui, c'est possible. Hein. Au 92, on forme des personnels des compagnies de combat, justement, à jouer du clairon pour tout ce qui est sonnerie et cérémonie militaire. Vous vous entraînez comment? On s'entraîne. Alors, nous, musiciens, en fait, on est également combattants. J'ai actuellement un personnel qui se prépare à partir au Mali en fin d'année. Et donc, on est pris sur les deux tableaux. Donc, on arrive à s'entraîner quand même assez souvent au niveau la fanfare. Et après, guerrier, pareil, hein, comme les collègues. Et quand on s'est vu course à blanc pour préparer cette journée de la GNBAT, vous m'avez rapidement dit que vous aviez aussi dans votre répertoire des musiques qui n'ont rien à voir avec le monde militaire. Oui, affirmatif, hein, pour les obades, comme actuellement. Donc on arrive à alterner entre musique militaire et vraiment musique traditionnelle et actuelle. Il y a des choses très originales, reprises du coup par une fanfare militaire et qui donnent une autre image de la musique ou même de la chanson en question. Oui, affirmatif. Regardez, on a fait Thriller, là, justement, de Michael Jackson, qui est un morceau connu de tout le monde et intemporel. Donc, voilà. Et nous avons la chance aussi d'avoir des cornemuses au sein du régiment. Ça, c'est sympa. Ça, il ne fait pas trop chaud sous le képi? Un petit peu, mais ça va. Vous êtes obligé de le garder? Oui, c'est mieux quand même. C'est mieux, hein. C'est mieux. Merci beaucoup. En 2012, je suis allé en Afghanistan en tant qu'infirmier. Et quand je travaillais pas, tout simplement, je prenais mes collègues en photo, comme c'est ma passion, c'est ce que je faisais. Et ça a plu au médecin-chef avec qui je travaillais, qui m'a proposé de faire une exposition à Kaboul sur le service de santé des armées. Donc cette exposition elle a été repérée par la cellule d'aide aux blessés des armées de terre, donc la CABAT, qui m'a proposé de suivre des blessés pendant 1 an pour faire ce reportage photo. Je fais une certaine empathie, il faut pas aller trop vite. Donc, c'est des choses que j'ai su faire avec mon expérience militaire et professionnelle, et aussi en tant qu'infirmier. Alors moi, dès le départ, je me suis attaché à l'être humain, j'ai envie de dire. Genre moi, j'ai presque envie de dire, la blessure, moi, c'est secondaire. Ce qui m'intéressait, c'était de m'intéresser aux personnes. Et je pense que c'est pour ça que ça a plu. C'était que moi, j'ai pas, par exemple, j'ai pas mis de photos où on voyait beaucoup de sang, où il y avait du sensationnel. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la personne. Donc l'exposition, elle a un petit ordre un peu chronologique, j'ai envie de dire. Ça part de la blessure jusqu'à la réhabilitation, j'ai envie de dire. Et donc il y a un cheminement. On ne voit pas chaque personne, mais on peut suivre un peu la trame de la blessure. Et les gens qui ont été blessés sur la tête d'opération, ils y arrivent à se reconnaître naturellement par ce biais. On a retrouvé Madame Le Chevalier, Christine Le Chevalier, merci de l'UCA. C'est avec vous que les étudiants ont réalisé, et reprenez votre souffle Madame, c'est avec vous que les étudiants ont réalisé ce film dont parlait Dominique Fervel et dont on va voir là à présent des images en extrait. Vous êtes vous-même réserviste citoyenne. On va le mettre au féminin bien sûr. Parlez-nous de ce film et de la manière dont les étudiants l'ont réalisé. Alors effectivement, nous avons demandé avec l'UCA d'avoir un temps de réflexion sur donc les blessés. Alors pourquoi ce film? Eh bien, c'était dans l'idée, c'était d'apporter des informations dans le cadre de la commémoration de l'université, de la rafle universitaire. Et à ce moment-là, on voulait aborder, et on a abordé en novembre 2020, ce thème des blessés. Et donc, on voulait, à ce moment-là, présenter le film. Bon, les problèmes liés au Covid nous ont fait décaler. Et cette année, donc,
en mars, nous avons réalisé ce film avec les étudiants. Nous sommes partis à la rencontre des blessés, à la rencontre... Vous le dites avec beaucoup d'émotion et je crois que c'est quelque chose d'important. J'ai vu le film et je comprends parfaitement ce que vous dites. Quand on rentre dans le film, on est saisi et il faut le regarder comme si nous aussi, nous allions à la rencontre, j'aime beaucoup votre expression, à la rencontre de quelqu'un qui a souffert. Voilà, c'est exactement ça. On a été à leur rencontre et on a rencontré, ils nous ont raconté leur histoire. Et pour certains, c'était, je dirais, la première fois qu'ils parlaient de leur aventure, de leurs problèmes, de leurs blessures à des extérieurs. Ils en parlent avec beaucoup d'émotion. On a vu tout à l'heure sur ce podium Julien Brie qui a osé, qui a accepté l'invitation, mais c'est très difficile de prendre la parole. C'est très difficile. Nous avons rencontré, nous avons interviewé Julien, bien évidemment. Et j'avoue que ces moments-là ont été très très forts. On a percé un petit peu leur âme et ces confidences qu'ils nous ont fait ont été très bouleversants et ont bouleversé les étudiants. C'est vraiment, ça a été très fort pour des temps. On va citer les étudiants qui ont participé à cette aventure. Oui. Alors, au moins leur prénom. Voilà, nous avions Jade. C'est principalement Jade qui a fait ce travail puisque c'est elle qui a coordonné, qui a eu ce professionnalisme, je dirais, parce qu'elle a fait ça avec beaucoup de professionnalisme et de discrétion. Les interviewés, à un moment, avaient oublié qu'il y avait une caméra, avaient oublié qu'il y avait ce dispositif médiatique autour d'eux, et ils se sont livrés parce que Jade est quelqu'un de très discrète, et elle a su aller les toucher. Et ça a été vraiment des moments merveilleux. C'est probablement ça le secret de l'interview. Voilà. Merci beaucoup, bravo à Jade. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous. On a vu quelques images. Sophie Gomez, qui réalise le final de cette émission, vous a présenté quelques images de ce film. Film, oh là là, ne tombez pas, film qui sera également consultable dans son intégralité sur le même site sur lequel vous êtes en train de regarder cette bande vidéo.
Alors, premièrement, c'est parce que la localisation me tient à cœur, parce que du coup, mes parents sont originaires de Clermont-Ferrand, et puis moi aussi. Donc, j'ai vécu jusqu'à mes 15 ans à Clermont-Ferrand, et j'apprécie toujours d'y revenir. Donc, quand on m'a proposé ça, j'étais très, très contente. Et malheureusement, bon, la date ne collant pas, je me suis dit que j'allais apporter ma petite contribution différemment. Premièrement, il y a donc maintenant quasiment 2 ans, j'étais vraiment dans un état catastrophique. Je ne savais pas du tout ce que j'avais. Très sincèrement, j'étais à 2 doigts d'arrêter le triathlon. Puis quand j'ai eu ce diagnostic-là, après une énième consultation en médecine interne, j'ai eu une lueur d'espoir. Je me suis dit, bon, enfin, on a trouvé quelque chose, donc je vais m'accrocher à ça, je vais voir ce que ça donne. Et le traitement qui a été mis en place a vraiment, vraiment bien marché. Et j'ai repris le sport fin 2019. Donc au début, ça a été compliqué. Forcément, j'étais très, très loin de mon niveau. Donc il a fallu que je reprenne les bases. Et beaucoup plus rapidement que prévu, je me suis retrouvée sur des compétitions d'un bon niveau. En 2020, j'ai eu l'opportunité de refaire quelques courses malgré les conditions qui ont été celles avec la Covid. Et donc j'avais à cœur en 2021 de refaire des épreuves de très haut niveau et puis petit à petit de regravir un petit peu les marches une par une et me refaire une place en équipe de France. Donc là, depuis le début de l'année, ça a plutôt bien commencé. Et donc je serai sur la ligne de départ des championnats d'Europe Super Sprint mi-juin. Donc on va dire que tout va bien pour l'instant et que j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Donc, le projet précédent, c'était celui de me qualifier à Tokyo. Donc ça, clairement, ça a été mis aux oubliettes assez rapidement quand j'ai vu que la santé ne suivait pas. Donc il a fallu que je reparte avec, donc, premièrement, l'envie de retrouver les échéances internationales. Ça, c'était mon premier objectif parce que c'est ce qui me fait un peu vibrer en triathlon. Et le deuxième objectif, c'était à plus long terme, donc, de me qualifier pour les JO de Paris. Je ne pourrais pas être présent ce samedi 19 juin parce que je serai à Paris pour le dernier tournoi de qualification olympique par équipe. Et donc, du coup, je ne pourrais pas être présent à Clermont-Ferrand pour cette journée. Mais j'aurai une pensée pour tous les blessés sur place à Paris pendant ma compétition en tentant de me qualifier aux Jeux Olympiques. C'est important d'être solidaire envers les blessés. Ils traversent des choses difficiles dans leur vie et ils montrent leur force en se battant tous les jours pour continuer de vivre et continuer à prendre plaisir à faire plein de choses. J'ai eu la chance de pouvoir participer aux Jeux mondiaux militaires à Wuhan en 2019 et la chance également d'avoir pu tirer dans une épreuve mixte avec un valide blessé. Et ça a été une super expérience. On a remporté une médaille de bronze. C'était un grand moment de partage et d'échange. C'était vraiment une super expérience. Là, on a eu une qualification lors du championnat d'Europe la semaine dernière. Donc, il y avait 4 quotas individuels à remporter lors d'un tournoi pour un tournoi de qualification. On a été 2 Français à terminer dans ces quatre-là, sauf qu'un seul quota était disponible par pays. Et donc, du coup, il n'y a eu qu'un ou deux qui avons remporté un quota. C'est malheureusement pas moi qui l'ai eu, c'est Jean-Charles Valadon, le vice-champion olympique de Rio, qui l'a récupéré. Mais c'est très prometteur du coup pour le prochain tournoi de qualification, cette fois-ci par équipe, où on sera 3 à tenter de se qualifier en même temps. Voilà, où il faudra être dans les 3 meilleures équipes pour remporter le quota. Je vous propose qu'on modifie légèrement le programme et que j'appelle à présent Guy Roche, que j'ai vu, voilà, il m'a vu. Guy, vous représentez, vous êtes le directeur général du groupe Abri Immobilier, une présentation de ce gros groupe, de ce grand groupe immobilier présent ici sur le territoire du Puy-de-Dôme, en Auvergne, présent aussi à Paris.
une présentation. Merci Marc-Alexis. Ce groupe, je l'ai créé il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, nous sommes une cinquantaine de personnes de Saint-Raphaël, du bord de mer, beaucoup en Auvergne, à part l'Allier, mais bientôt j'espère. Et puis sur Paris, vous l'avez dit, puis nous faisons les principaux métiers dans l'immobilier, de la transaction, de la gestion de biens et du syndic de copropriété. Alors, je vais vous demander de baisser le micro quelques instants, voilà, pour qu'on voit votre revers de veste, on le voit à la caméra. Je pense que Sophie Gomez peut faire quelques instants un gros plan sur l'insigne de la réserve citoyenne. Moi, je voudrais savoir pourquoi un chef d'entreprise de votre envergure, qui a plein de choses à faire, qui a plein de soucis, eh bien, il trouve du temps. Et comme ça a été dit à plusieurs reprises, bénévolement, c'est très important de nos jours, cette notion, dans un altruisme total. Comment, pourquoi trouve-t-il du temps, le chef d'entreprise que vous êtes, pour être à la réserve citoyenne? Bon, c'est tout naturel, en fait. Ma première vie, c'était militaire. J'étais officier dans les transmissions pendant 25 ans. Et je disais au général tout à l'heure, l'armée est extraordinaire. L'armée est extraordinaire, alors déjà tout simplement parce que, on le voit aujourd'hui, des gens souffrent dans leur chair pour nous, pour les autres. Donc ça, on ne peut même pas en parler, tellement c'est beau. Mais l'armée est extraordinaire parce qu'elle forme cette jeunesse. Et j'ai été jeune, et donc j'ai été formé par l'armée en communication. Vous êtes un professionnel de la communication. Je disais au général tout à l'heure, il y a 45 ans, on me donnait à l'armée des cours de communication. Alors, je ne sais pas si j'en ai profité, certainement. Mais en tout cas, c'est un fait. Voilà. Donc, managérialement, l'armée est extraordinaire, la communication, c'est extraordinaire. On a beaucoup, dans le civil aujourd'hui, beaucoup à apprendre encore de nos forces. Et donc, vous apportez, vous aussi, cette expérience que vous avez acquise au fil des années. Être présent plus spécifiquement aujourd'hui, JNBAT, Journée nationale des blessés des armées. Je pense que l'entreprise a un rôle social à jouer. Et aujourd'hui, si on peut aider, si l'entreprise peut aider, bien sûr, elle va le faire. Mais je parle aujourd'hui au nom des entreprises. Je suis aussi élu à la Chambre de commerce de l'industrie du Puy-de-Dôme. Et d'ailleurs, notre président et lieutenant-colonel Claude de réserve, Barbin, Claude Barbin, voilà, l'entreprise avec l'armée, avec le citoyen est bien sûr particulièrement liée. Merci beaucoup Guy Roche. Merci on applaudit aussi le témoignage d'un chef d'entreprise qui est avec nous. Oui, on peut applaudir. Oui, merci madame, merci monsieur, merci. Je voudrais aussi saluer, sans les connaître, mais un certain nombre d'entre vous un peu plus particulièrement. Vous êtes les familles des soldats. Merci aussi d'être avec nous ce matin. Alors, c'est drôle ce qui s'est passé. Il y a mon ordinateur qui s'est déclenché et quand j'ai dit « je vous en prie, je vous remercie d'être présent ce matin », Siri, l'ordinateur, il m'a dit « je vous en prie ». Pourquoi ? Ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si ça sera au montage, mais en tout cas, c'est dans la réalité. On a peut-être un petit peu de retard. Est-ce que le colonel Loridon peut monter sur le podium, me rendre un petit service? On est en direct. Mon colonel, est-ce que vous avez des nouvelles de la marche-course? Oui, tout à fait. Ils sont actuellement place de la Victoire. Prêt à bondir sur la place de Jaude en passant par la rue des Gras et la rue du 11 novembre. Bon, voilà. Alors, je vais vérifier avec les équipes si tout fonctionne. Je ne sais pas si Denis Corgia, qui est le pilote de drone, ça y est, il m'a entendu. Est-ce que Denis, ça va fonctionner? Est-ce qu'on aura les belles images de l'arrivée des militaires? Parfait. Au niveau de la sécurité, est-ce qu'on peut nous dire de quel côté les militaires vont entrer sur la place de Jaude? Alors ça, c'est une, on peut encore organiser les choses, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils vont passer par la droite et par la gauche. L'itinéraire est exigu et il va falloir qu'ils se fraient un passage. Ça promet d'être assez rock'n'roll. Ça va être rock'n'roll, très bien. Est-ce que la fanfare est en place? La fanfare est en place.
Bravo. Les applaudissements sont de plus en plus nourris, il y a de plus en plus de personnes sur cette place de Jaude. Les JNBAT, cette année, sont placés sous le signe des solidarités. Solidarité pour tous les blessés des armées, solidarité pour eh bien, leurs enfants, leurs épouses, leurs conjoints, leurs maris, puisque je voudrais aussi saluer les familles des militaires, blessés ou pas, qui sont là ce matin et qui nous font l'amitié et l'honneur d'être avec nous. Va falloir rester au milieu. Voilà. Voilà. Prêt. D'accord. Ah mec, c'est quoi ça? Ouais. Ah merde, la photo. Il faut sauter. On passe. Ça passe pas. Je l'avais pas entendu parler. Venez nombreux. Ouais, passe pas. Oh. C'est vraiment du truc de dingue. Sympathique, et puis je vois que vous êtes nombreux à vous déporter du côté de la rue du 11 novembre. Les caméras sont en route. Voilà, allez, musique!
Bravo à tous, félicitations. Allez, en attendant, monsieur le préfet, rapprochez-vous de moi, on maintient les gestes barrières, bien sûr, mon général. Je vais demander à tous les civils et militaires qui n'ont pas participé à la marche course d'applaudir. Et quand je baisserai le bras, ceux qui ont participé à la marche course applaudiront en même temps. On commence par ceux qui n'ont pas participé. Je ne vais pas embarrasser monsieur le préfet, puisque comme je vous le disais, il est en devoir de réserve, mais à l'oreille, il m'a dit c'est impressionnant. Je ne peux pas lui confier la parole, c'est le protocole, mais bien sûr, je peux juste dire ça, c'est impressionnant. Mon général. Je fais juste une remarque sur le masque porté par monsieur le préfet, puisque c'est le masque de l'armée de terre, donc on peut applaudir monsieur le préfet qui porte le masque de l'armée de terre. Général Guichard, merci aussi d'être avec nous. Un mot peut-être, l'importance pour vous d'être ici ce matin. C'est très important pour nous dans la mesure où l'AIA entretient les hélicoptères Tigre, Puma et Gazelle de l'armée de terre. Et à ce titre-là, il se devait d'être solidaire avec les blessés. Merci beaucoup, madame, d'être avec nous. De manière très officielle, on voulait inaugurer cette JNBAT ici à Clermont-Ferrand. Donc je vais déclarer à l'instant la JNBAT en Auvergne, à Clermont-Ferrand, ouverte. Félicitations. Alors, vous allez aussi nous raconter ce qui va se passer cet après-midi en espérant que la météo soit avec nous, avec vous. Alors je ne sais pas si la météo effectivement sera avec nous, mais ce qui est certain, c'est que parmi tous ces militaires que vous voyez, 52 prendront le départ de la course mythique du Puy-de-Dôme, qui a donc lieu cet après-midi. Je rappelle, c'est 14,7 km à monter avec 1100 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'au sommet du Puy-de-Dôme. Donc nous sommes 52 militaires à nous être inscrits. Vous allez le faire? Et oui, je vais participer. Ah, c'est bien d'être le chef. Hein. Il faut montrer l'exemple. C'est ce que nous disait tout à l'heure. Je crois que c'est vous. Voilà, c'est vous, mon colonel, qui nous le disiez tout à l'heure. Ouais, je vous reconnais. 52 personnes, vous avez repéré un petit peu les difficultés du parcours? Alors en fait, je le connais parce que j'ai déjà fait cette course l'an dernier, alors, qui n'avait pas eu lieu publiquement, mais que nous avions faite par petits groupes. Donc c'est une course qui reste difficile, notamment si les conditions météo sont celles qui sont annoncées, c'est-à-dire chaudes, avec peut-être de l'orage d'ailleurs. Un mot pour toutes celles et tous ceux qui sont devant nous. Il y a des militaires, il y a des familles de militaires, il y a des civils comme moi qui ont manifesté l'importance d'être là ce matin pour se souvenir qu'il y a des hommes et des femmes qui partent nous défendre et qui reviennent blessés. Alors en fait c'est ça, c'est-à-dire qu'ici vous avez des militaires d'actifs, vous avez des familles, vous avez effectivement les anciens combattants, mais ce qu'on veut montrer d'abord c'est qu'on n'oublie pas nos blessés, qu'on veut les accompagner dans le temps, eux ainsi que leurs familles. Donc ça c'est vraiment très important parce que c'est vrai que le militaire quand il s'engage, il risque sa vie, mais il risque aussi de revenir avec des souffrances dans sa chair ou psychique, et il est important à ce moment-là de montrer que nous sommes là dans le temps, et c'est vraiment le but de cette journée. Je vais vous demander, je crois que je vous reconnais, mon colonel. C'est vous qui devez venir à présent présenter et parler d'un autre militaire qui est blessé et qui est en train de réaliser un exploit. Alors écoutez, on modifie complètement le fil conducteur de cette matinée. Je vais juste reprendre. Voilà, approchez-vous. C'était dur ou pas la course? Dur par rapport à ce que vivent nos blessés dans leur parcours de construction, c'est symbolique, très symbolique, mais c'est le geste qui compte. Voilà. Merci. Alors parlez-nous justement du militaire que vous voulez mettre à l'honneur, et on va voir son visage à travers une photo qui va être diffusée. Bon, il s'agit du sergent Guillaume qui était avec nous engagé au Mali l'année dernière. Alors le Puy-de-Dôme était engagé au Mali à ce moment-là, puisque le régiment que je commande, le 28e régiment de transmission, appuyait les opérations conduites en partie par le 92 qui est ici avec nous. Il avait pris part dans un convoi qui partait en mission opérationnelle du côté de Ménaka, et son véhicule avant blindé a été la cible
d'un engin explosif improvisé déclenché par l'ennemi. Il a fait preuve d'un sang-froid remarquable en étant très grièvement blessé au membre inférieur. Il s'est lui-même prodigué les gestes de premier secours, ce qui lui permet d'être vivant aujourd'hui. Ses camarades l'ont appuyé. L'unité de combat du 92 a fait tout ce qu'il fallait pour sécuriser la zone. Les hélicoptères de la LAT ont permis son évacuation. Le service de santé des armées lui a sauvé la vie sur le théâtre et a poursuivi le travail à Percy, au sein de l'hôpital des armées, qui lui permet aujourd'hui d'être debout. Mais ce qui lui a surtout sauvé la vie, c'est son courage. Et c'est à ce courage-là que je voulais rendre hommage. Et aujourd'hui même, à l'instant où nous parlons, il est en train de réaliser un exploit. En fait, ce sont des héros. Le héros que j'ai décrit, qui s'est sorti de la situation paroxystique qui était la sienne, et le héros qui se reconstruit. Parce qu'il faut des ressources physiques, certes, mais surtout mentales, pour dépasser cela. Voilà. Donc cet effort, il est symbolique. Il me touche particulièrement parce qu'il décide de l'entreprendre à une date, qui est celle de la JNBAT, et son périple de 500 km se termine la veille de mon temps de commandement. Il a tenu à saluer le lien particulier qu'il a avec le régiment et avec moi en arrivant à la bonne date pour pouvoir participer à la cérémonie. Ça, c'est magnifique. Je crois qu'on peut applaudir cet homme. Merci beaucoup. Voilà, Monsieur Canin, bonjour. Prenez ce micro, approchez-vous de moi. On va prendre les choses un petit peu différemment. Monsieur Canin, vous représentez les menuiseries Les Sapinières, ou la menuiserie Les Sapinières. Et quel est l'intérêt pour vous d'être ici ce matin de manière très officielle? Eh ben, l'intérêt, c'est que j'ai découvert les blessés de guerre, en fin de compte, par le caporal-chef Guillaume Audin, qui est passé dans mon entreprise et qui m'a fait découvrir tout ce qu'il y avait derrière tout ça. Et en fin de compte, j'ai dit oui tout de suite, pour essayer de l'aider à se réintégrer et retrouver une... Donc il est venu vous voir. C'est ça. Il était lui-même blessé. C'est ça. Et il vous a demandé aussi du travail. C'est ça. Et vous avez tout de suite imaginé de faire un bout de chemin avec lui. Tout à fait. De quelle manière? Alors de quelle manière? Tout simplement, il m'a un peu expliqué son histoire. Et j'ai dit que c'était je me suis dit personnellement que c'était un juste retour des choses. Si on pouvait apporter une goutte d'eau pour les aider à retrouver une vie civile normale. Tout simplement. Après, je découvre quelqu'un où nous n'avons aucun problème dans la vie professionnelle. C'est exceptionnel. C'est quelqu'un de très facile à former, qui a une droiture dans ce qu'il fait, qui est exigeant dans ce qu'il fait. Vous pensez que c'est son côté militaire qui fait la différence? Tout à fait. La formation qu'ils ont derrière, c'est du velours. Honnêtement. Donc là, c'est le chef d'entreprise qui parle. Ah oui, oui, mais alors là, je peux dire, s'il y a des chefs d'entreprise ici, vous pouvez y aller sans crainte. Sans crainte. De plus, derrière, il y a un encadrement. J'ai découvert tout l'encadrement qu'ils avaient autour, au niveau militaire. On peut poser des questions si on a des problèmes, on peut s'adresser à quelqu'un, on n'est pas tout seul. Donc c'est vraiment, et c'est une belle aventure qui démarre chez moi. Merci en tout cas d'être venu en témoigner. On applaudit Monsieur Canin, menuiserie Les Sapinières, qui a accepté de témoigner ce matin pour la JNBAT. J'accueille à présent Olivier Frigière de la Banque Française Mutualiste. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Vous nous dites un mot sur la Banque Française Mutualiste, déjà pour commencer? Oui, bonjour à tous. La Banque Française Mutualiste, c'est une banque qui existe depuis une trentaine d'années, plus de 30 ans, qui est distribuée dans une banque aujourd'hui bien connue, Rouge et Noir. Elle a pour vocation de proposer des solutions bancaires à l'ensemble des agents de la fonction publique, mais aussi aux militaires, puisque dans notre sociétariat, qui est composé uniquement de mutuelles de la fonction publique, on a des mutuelles de militaires et donc des sociétaires militaires. Donc des solutions pour les militaires, mais pas que, c'est ça? Pas que, exactement. Alors, nous, on soutient quelques unités militaires au travers des clubs de la défense, mais pas que. On s'est inscrit dans les JNBAT depuis son origine, depuis 2017. Et on espère bien que ça va s'inscrire dans la pérennité et dans la durée. Quelle est l'importance pour vous d'être là ce matin? Alors, je crois que c'est d'abord une démarche. Je crois que c'est d'abord une démarche d'entreprise citoyenne face à des hommes qui donnent l'intégralité de leur personne sur des opérations qui sont évidemment difficiles,
qui peuvent revenir avec des blessures à la fois physiques et psychologiques. Et je crois que c'était le devoir de notre banque de devoir leur rendre hommage aujourd'hui et puis de leur témoigner notre profond respect, notre profonde sympathie. Profond respect, profonde sympathie. Merci beaucoup, Monsieur Frigère, d'avoir été avec nous. On applaudit aussi Monsieur Frigère et je vais accueillir Julien Delfos. Si Julien Delfos veut bien me rejoindre. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Très bien, je vous remercie. Bon, regardez, mettez-vous là, c'est pour la photo. Là. Voilà. Allez, la photo est prise. Alors, parlez-nous un petit peu de l'organisation que vous représentez. Alors moi, je représente le groupe AGPM et l'association Tego, un groupe AGPM qui a été créé il y a plus de 70 ans maintenant, et l'association Tego qui a été créée en 2019, qui est l'assureur majeur et principal de nos forces armées. Et qui assure un soutien important aux blessés de l'armée de terre. Où sont les différences avec un assureur standard ou mon assureur à moi? Alors les différences liées avec un assureur standard, c'est justement nos valeurs humaines et sociales qui sont importantes, mais également le fait qu'on couvre le risque militaire et le risque de guerre. Et vous le couvrez malheureusement de plus en plus ou pas? Tout autant, au fur et à mesure des années, on le couvre de manière régulière. Après, de plus en plus, pas forcément, j'ai envie de vous dire que l'intégralité, à quasi 100% des militaires sont couverts et protégés sur leur garantie de prévoyance, décès, invalidité, incapacité. Vous qui accompagnez justement les militaires dans les choix assurantiels, est-ce que ça nécessite que vous ayez, j'ose pas dire une formation, mais une approche un peu particulière? Oui, bien entendu. Déjà une formation assurantielle qui est importante à connaître parce que c'est un milieu qui est très normé, si je puis me permettre, mais également une approche liée à la façon d'être et de vivre de nos militaires, ça c'est important. Maintenant, l'association, plus précisément, apporte un soutien important aux blessés de l'armée de terre. Qu'est-ce qui vous a touché, vous, peut-être le témoignage ou une anecdote que vous voudriez... Vous accepteriez de relater? Les témoignages ou les anecdotes qu'on a, c'est qu'on est toujours proche, très très proche de nos militaires quand ils se trouvent face à l'adversité liée à une invalidité ou un décès. Malheureusement, en 18 ans d'expérience sur le territoire auvergnat, j'en ai un grand nombre à vous donner, des plus ou moins marquants, effectivement, liés à l'armée de terre, au régiment. On a su savoir montrer qu'on était là, mais on le fait aussi de manière nationale. Merci en tout cas d'avoir été là ce matin pour témoigner quelques minutes de votre engagement et de celui de la société que vous représentez, de l'association aussi. Association. Voilà, merci beaucoup. Oui, on peut les applaudir. Un merci particulier aux militaires du premier rang. Non seulement vous avez chaud, vous tenez une bannière, mais en plus c'est vous qui suivez le mieux ce que je raconte. Merci beaucoup. Allez, on va enchaîner avec Rikia Bienboudeni, son sac. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Un mot, vous souhaitez ce matin parler de votre implication, votre engagement à la réserve citoyenne? D'abord, je vais vous présenter la GMF, puisque je représente aujourd'hui la GMF, la garantie mutuelle des fonctionnaires, créée en 1934 par des fonctionnaires à destination de fonctionnaires. La GMF est au plus proche en fait, du monde militaire, puisqu'elle soutient de nombreuses associations, comme par exemple le cercle sportif de l'Institution nationale des invalides, avec par exemple le financement d'équipements de véhicules à destination des blessés. Elle est également partenaire d'associations solidaires comme Terre Fraternité, la Fondation des œuvres sociales de l'armée de l'air. En fait, toutes les armes sont concernées par nos soutiens, aussi bien l'armée de l'air, la marine que l'armée de terre. J'ose la question, pourquoi aller vers la dimension des armées à ce point? Qu'est-ce qui fait que la GMF se sent peut-être un peu plus solidaire des armées? C'est tout simplement parce que la GMF, comme vous le disiez, c'est l'assurance des fonctionnaires. Voilà. Donc les fonctionnaires, ce sont nos militaires, nos policiers, nos gendarmes, nos agents hospitaliers, nos territoriaux,
Donc c'est pour ça qu'on est à leur service et qu'on est le premier assureur des agents du service public. Et est-ce que l'accompagnement a évolué ou est-ce qu'il évolue régulièrement? Est-ce que précisément vous êtes tenu d'inventer de nouvelles solutions, d'avoir des accompagnements plus en lien avec ce que vivent les militaires ou ce que vit la nation aussi peut-être? Oui, effectivement, on évolue sans cesse. Dernièrement, nous avons signé un partenariat avec la mutuelle UNEO, la mutuelle en fait des forces armées. Et à ce titre, on a décidé de se réunir pour partager des valeurs communes de solidarité à destination en fait, du monde militaire. Alors un mot plus personnel, oui. Je regarde le revers de votre tailleur, vous avez vous aussi l'insigne de la réserve citoyenne. Effectivement, j'ai décidé, et c'est vraiment un honneur pour moi, en 2017 de rejoindre la réserve citoyenne de sécurité et de défense pour en fait véhiculer l'image et la notoriété du monde militaire auprès du monde civil. Voilà. C'est important que le civil connaisse aussi l'environnement militaire pour mieux les soutenir dans les moments difficiles. Ça passe par quel type d'action ? Eh bien, ça passe par exemple dans le cadre de réunions de prévention, où on fait aussi quelquefois des informations auprès des plus jeunes pour leur expliquer ce que c'est que l'armée, parfois même créer des vocations. Voilà. Et puis être là aussi ce matin et témoigner à 2 titres. Tout à fait. Voilà. Et je voulais vous dire que la GMF est un acteur en fait majeur du monde militaire et c'est important de vous soutenir parce que vous êtes là pour nous, vous êtes là pour défendre notre sécurité aussi bien sur le territoire national que dans l'occasion d'OPEX. Alors merci messieurs, dames. Merci beaucoup de ce témoignage et merci de leur avoir manifesté ce remerciement. Merci encore. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester ce matin votre intérêt pour la 19e commémoration de la Journée nationale des blessés de l'armée des armées. Merci, nous sommes place de Jaude. Ah oui, pardon, je me crois encore en duplex avec Paris, moi. Vous savez que nous sommes place de Jaude, par définition. Allez, on prend un petit moment avec le colonel Loridon pour voir un peu où nous en sommes de cette journée et surtout la manière dont tout ça s'organise. Mon colonel, je présume que là, à l'instant où je vous parle, le stress est un petit peu en train de partir. Oui, alors c'est toujours un bon stress, hein. C'est-à-dire que la préparation a été bien menée, donc il s'agissait juste aujourd'hui à dérouler le plan qui avait été prévu. Et ça s'est parfaitement déroulé. En effet, le moment clé, c'était votre arrivée
vous les 500 militaires, bien coordonnés avec l'arrivée de monsieur le préfet, la présence du général Gou et puis la directrice de l'atelier industriel de l'aéronautique. Et n'oubliez pas les images en direct sur les Invalides. Nous, on ne les a pas vécues, on les reverra ensuite à travers les replays. Mais j'ai confirmation, Louise Cordier, qui m'assiste sur la réalisation de cette matinée d'un point de vue médiatique, m'a confirmé que nous étions bien en direct. Et tout ça, c'est important. Redites-nous aussi, mon colonel, ce que vous m'avez confié il y a maintenant quasiment 2 heures. Redites-le pour celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant. Quel est l'intérêt d'avoir une pensée pour les blessés? Déjà, pour nous, militaires, c'est naturel que d'avoir une pensée pour ces blessés parce qu'on les côtoie. Nous-mêmes, on peut être blessés un jour. Donc, penser à eux une journée par an, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Par ailleurs, c'est aussi l'occasion de faire des appels aux dons. C'est l'occasion de rappeler aussi qu'on a une cagnotte qui permet des dons et cet argent permet de financer des prothèses par exemple pour les blessés ou d'aider les familles à retrouver les blessés dans les hôpitaux parisiens par exemple. Alors il y a peut-être des personnes ici sur la place de Jaude ou des personnes qui nous regardent à l'instant et qui n'ont pas encore participé à la cagnotte et qui ont envie de le faire. Comment pourront-ils faire dans les heures qui viennent, même si leur don n'est pas comptabilisé ce matin? Oui, alors il y a une affiche avec un QR code ici sur la place de Jaude. Il suffit simplement avec un smartphone de photographier ce QR code et ça vous envoie vers ce lien Litchi qui vous permet de faire des dons de 1 euro à beaucoup plus en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, de ce que l'on souhaite faire et montrer en termes de générosité. Encore un mot peut-être par rapport à ce qui s'annonce cet après-midi. Le général nous en a parlé. Nous avions tout à l'heure un des chefs de corps qui déjà nous avait annoncé cette montée du Puy-de-Dôme. On va avoir les organisatrices avec nous dans un instant. Pourquoi poursuivre sur cette montée du Puy-de-Dôme? C'est symbolique, là encore? Il s'avère que le calendrier sont bien coordonnés et que la montée du Puy-de-Dôme, c'est une course assez emblématique pour nos militaires de la garnison de Clermont-Ferrand parce que le Puy-de-Dôme, on l'arpente hiver, l'été, de jour, de nuit, seul ou avec des soldats. Donc monter au sommet, c'est toujours sympa. Et par ailleurs, cette course partage beaucoup de valeurs que nous véhiculons. Le courage, l'effort, l'ambition, le dépassement de soi. Donc c'est tout à fait naturel que de faire écho à cette course, pour laquelle d'ailleurs 52 militaires participeront cet après-midi. Merci beaucoup mon colonel. Vous pouvez rester avec moi, vous pouvez rester avec nous bien sûr. La suite ici, dans quelques secondes, un nouveau morceau interprété par la fanfare du 92e, puis le 92e, la fanfare va nous interpréter plusieurs morceaux encore jusqu'à 11h. Nous aurons Madame Joëlle Brunel qui va nous rejoindre pour nous parler de la montée justement du Puy-de-Dôme à laquelle faisait allusion il y a un instant le colonel Loridon. On va avoir la remise officielle et symbolique du grand chèque. Je vois qu'il est déjà prêt. On regardera ça tout à l'heure. Le général Gou va nous rejoindre.
Félicitations, bravo. On les retrouvera tout à l'heure. Alors, on a beaucoup parlé de cette fameuse montée du Puy-de-Dôme. Eh bien, on va en parler avec les organisatrices. Bonjour, mesdames, merci d'être avec nous. Racontez-nous un petit peu comment les choses se sont organisées, parce qu'en fait, les convergences ont bien fonctionné, si j'ai compris les choses. Donc, d'abord, on voulait vous remercier de nous avoir conviés. C'est avec plaisir que nous sommes là. Voilà, c'est primordial de le dire. La collaboration, eh bien, puisque l'antenne est au sommet du Puy-de-Dôme aussi, donc c'est tout naturellement que ça s'est fait, puisqu'ils voulaient faire une fête pour leur 150e anniversaire. Et donc, nous montions, voilà, nous avons coopéré, si on peut dire. Et cette montée, vous avez dû la faire des dizaines de fois. On en est à la 46e année, nous. 46 ans. Voilà. Bon, c'est toujours aussi dur ou toujours aussi facile? Je pense. Maintenant, on ne prend plus la route, hein, on prend le chemin des muletiers. Bien sûr. Voilà, Bien on a sûr. le train qui est on attend que le train, on fait attention quand le train arrive. Ah, mais il y a ce qu'il faut, il y a tout le monde qui signale. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une montée sympa, elle se fait en famille aussi. Il y en a qui randonnent, il y en a qui la font en famille. Voilà, on a plusieurs sortes. Il y a la randonnée, la marche athlétique, la marche nordique et la course. Une précision peut-être sur les différences de marche là? Vous pouvez aussi vous en parler? La marche nordique, c'est avec les bâtons. Oui. Et la marche athlétique, c'est ceux qui marchent très vite. D'accord, super. Ça, on a vu la marche athlétique. D'accord. Madame, un mot peut-être aussi par rapport à l'organisation? Oui, donc c'est la présidente de l'Observatoire. Très bien. Et donc, merci de me passer la parole. Donc, je suis la directrice de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, de l'Université Clermont-Auvergne et du... Voilà, allez-y, allez-y. Voilà, je suis la directrice de l'Observatoire de physique du globe de Clermont-Ferrand, de l'Université Clermont-Auvergne et du CNRS. Et donc cette année, on s'est couplé avec cette montée mythique du sommet du Puy-de-Dôme pour les 150 ans du chalet d'observation au sommet du Puy-de-Dôme. Parce qu'à l'époque, il y avait un gardien au sommet du Puy-de-Dôme qui prenait des mesures météorologiques. Et derrière ça, il y avait une ligne de télégraphe qui permettait de transférer les données jusqu'à Clermont-Ferrand. Et maintenant, en plein hiver, il n'y a plus de gardiens. Il n'y a plus de gardiens, les instruments sont en automatique, mais nos équipes, elles montent toutes les semaines pour suivre les instrumentations et faire les mesures, des relevés spécifiques. Mais alors, quand il y a beaucoup de neige, quand c'est tout verglacé, qu'il y a du brouillard, comment vos équipes montent-elles au sommet? On a le matériel qu'il faut, c'est très réglementé, ils montent en pick-up et les militaires déneigent les routes et on travaille en lien avec les militaires également. Et le lien aussi avec les militaires? On a un lien très fort pour ce sommet du Puy-de-Dôme qui est un sommet géré au niveau interministériel et donc on travaille ensemble sur tout ce qui se passe au sommet du Puy-de-Dôme. Et qui nous permet aussi d'ailleurs, grâce à la fameuse antenne, d'avoir la télévision, quelle que soit la chaîne, qu'on l'on veuille regarder. Tout à fait, avec TDF. Avec TDF entre autres. Ouais. Merci beaucoup mesdames d'avoir été avec nous. Vous allez faire la marche cet après-midi? Il fait chaud? Organisateur, donc on ne peut pas courir et organiser. Vous le ferez une autre fois. Vous le ferez une autre fois. Peut-être un mot, vous avez regardé la météo? Alors, ils annoncent des orages. On espère qu'on aura le temps d'aller jusque là-haut. Que dit la directrice de l'Observatoire? L'Observatoire, les dernières prévisions, c'est des orages vers 18h, mais arriver avant 18h. Voilà. Ah, il faut arriver avant 18h. C'est prévu à partir de 15h, donc je pense que normalement ça devrait fonctionner. Merci beaucoup. Merci de nous avoir invités. Je remercie tous les participants parce qu'on en a 54 exactement. Donc à vos baskets et vite, on vous attend au sommet. Il y a toujours des récompenses pour tout le monde. Merci beaucoup mesdames d'avoir été avec nous. On peut les applaudir effectivement pour ce moment un petit peu à la fois symbolique, solennel et qui sera aussi une forme de conclusion à cette matinée si particulière que nous avons. Rebonjour messieurs les chefs de corps. Voilà, je vous reconnais maintenant. Voilà, merci beaucoup d'avoir été... Ah ben oui, je vous ai piqué vos notes, il faut quand même que vous les repreniez. Alors, où est le chèque? Il arrive, le chèque, de manière symbolique. Voilà. Alors, on le tient, comment on fait?
Voilà. Ça, c'est le chèque, c'est la remise symbolique. Levez, oui, on me fait signe qu'il faut lever un petit peu le chèque. Il a raison, mon ami Pejon, que je suis en train de saluer dans l'assistance. Lui aussi un grand défenseur de la cause militaire, si tant est qu'elle ait besoin. Voilà, on applaudit et la remise de ce chèque de manière symbolique. Merci, vous pouvez baisser le chèque et je vais demander au général... Non, restez avec moi, messieurs les officiers. Je vais demander au général de nous dire un petit mot. Ce chèque, il est le fruit d'un début de générosité. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, cet argent va servir à améliorer la vie des blessés et de leurs familles. Donc c'est une solidarité qui a été démontrée à la fois par les militaires eux-mêmes, puisqu'il y avait la cagnotte était ouverte aux militaires, mais aussi aux civils, ainsi qu'à certaines sociétés qui ont bien voulu contribuer également à ce chèque. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent. Vous êtes satisfait, mon général, de cette matinée? Écoutez, on a eu le beau temps avec nous, et puis quand je vois autant de militaires applaudis a priori dans les rues de Clermont-Ferrand, je me dis que c'est un grand succès et qu'on a atteint notre objectif, effectivement. Ah oui, ça c'est une information que moi j'avais pas, c'est-à-dire qu'en partant de la place du 1er mai, alors attendez, voilà, je vais demander à un chef de corps de témoigner, vous avez été applaudi par les passants? Absolument, la population de Clermont-Ferrand et de ses environs qui nous applaudissait au passage, donc c'est très agréable et voilà, le soutien, l'élan et la solidarité, on y est là. Bon, super. On va retrouver Julien Bry dans un instant avec nous. Vous avez entendu, mon général, la directrice de l'Observatoire a regardé le bulletin météo. Les orages, c'est pour 18 heures. Donc, il faut monter avant 18 heures au sommet du Puy-de-Dôme et envisager de redescendre assez vite quand même, parce que les orages au sommet du Puy-de-Dôme, ça va être compliqué. Encore un mot de conclusion peut-être? Écoutez, moi je suis ravi de mettre en avant nos blessés et leurs familles. Je pense que c'est un moment important. C'est aussi un moment important pour nos militaires qui savent que lorsqu'il leur arrive quelque chose, ils seront accompagnés longtemps dans la durée. Maintenant, moi je vais tout le monde. Il faut que je réfléchisse à ce que